Il va armer la frappe. Magique, le Monégasque. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, le débrief de Monaco-Brest, 12e journée de Ligue 1. Monaco s'est imposé 3-2. Un doublé de Marnès Akliouche et un but également d'Alexander Golovin, sa première réalisation de la saison. Donc Monaco qui vient à bout de Brest et qui enchaîne donc une troisième victoire consécutive. C'est une bonne série donc. Donc on va débriefer cette rencontre. Adrien est là. Salut Adrien. Salut tout le monde, salut Damien. Oui, effectivement, premier but de Golovin cette saison, annoncé en avant-première sur le compte Twitter Radio Diagonale. On se demande bien qui en est l'auteur. Ouais, on se demande bien, il y a la réponse qui est dans le tweet en dessous, visiblement. J'ai vu que oui, c'est vrai. Ça forçait pour essayer de gratter des abonnements. Ouais, ça je crois qu'il devait être 2h du match, devait être bien peinté à ce moment-là. Je crois que j'ai dû le faire. Alors du coup, est-ce que le premier but de Golovin sera ton j'aime ? Absolument pas. Mais par contre, on peut. Il est déçu, je crois. Il fait partie finalement dans l'ensemble du j'aime, puisque ça représente en fait simplement le fait que on s'est mis dans de très bonnes conditions, à l'aise, avec une avance de 2 buts quand même assez rapidement dans le match. Moi j'ai bien aimé ça et c'est assez rare pour le souligner, puisque la seule fois où on rentre à la mi-temps au vestiaire avec une telle avance, 2 buts d'avance, il faut remonter au match contre Auxerre, et ce n'est que donc la deuxième fois cette saison. Donc voilà, on détaillera dans le fil du match, mais c'est vrai qu'on a eu une période qui était très très intéressante. Et on aurait même pu creuser davantage l'écart. Mon j'aime pas, c'est finalement en fait ces deux visages qu'on a pu voir et le manque de sérénité derrière, où j'ai l'impression que dès lors que Brest avait réduit l'écart, j'ai l'impression qu'on était un petit peu à leur merci, que l'égalisation était pas loin d'arriver. Donc voilà, c'est ce manque de sérénité, bien qu'on se soit mis dans de bonnes conditions. Quant à moi, le j'aime, c'est j'ai bien aimé les propos d'Adi Hutter sur Marnès Akliouche, qui s'est enflammé peut-être un peu trop, qui sait, mais voilà, qui a dit qu'Akliouche méritait d'être en équipe de France depuis longtemps, et qu'il en avait largement le niveau. Donc en tout cas c'est une déclaration. J'aime bien cette petite prise de risque, en tout cas le fait qu'ils prennent pas de pincettes sur les... Précédemment, il avait été un peu plus mesuré, avec le discours un peu convenu il y a le sélectionneur qui fait des choix, machin. On connaît le disque. Là, je trouve que voilà, il s'est peut-être aussi laissé emporter, mais en tout cas, c'est bien de voir qu'il assume que Marnès Akliouche mériterait en tout cas d'aller en équipe de France et qu'il aurait le niveau pour. Donc, voilà, peut-être un petit peu de pression à Didier Deschamps, qui évidemment, on sait, lui préfère d'autres profils, mais qui sait. Gens qui courent plus vite. Voilà. Donc tout ça, ce sera l'objet aussi un petit peu de notre débat en fin d'émission. Akliouche, mais est-ce qu'Akliouche mérite d'être en équipe de France ? Et mon j'aime pas, c'était l'entrée de Jordan Tézé, voilà, qui est entré à la 80e minute à la place de Ben Seguir, et qui a fait une entrée très mauvaise et qui franchement est en train de devenir la pire recrue de la saison là. Je crois que au début j'avais pas envie d'y croire, mais c'est vrai que là pour l'instant il n'y a pas grand chose de bon de sa part. Je trouve c'est rare les bons matchs de sa part, et là son entrée elle est vraiment pas bonne. Alors c'est un joueur qui joue assez peu, mais sur le peu qu'on voit à chaque fois, c'est assez catastrophique. Donc comme on va pas forcément le mettre en flop, je voulais le signaler maintenant, comme ça c'est fait, on ne reviendra pas dessus. On va attaquer avec la composition maintenant. Tâche de ne pas oublier ça cette fois. Donc la dernière fois j'avais oublié. Donc la composition, on retrouvait le 4-2-3-1. Alors il y avait Minamino qui était sur le banc, qui était en tribune, pardon. Donc il était retourné tardivement de sélection. Parmi les absents,
on avait Diatta qui était blessé, une lésion à un adducteur. Par contre, la bonne nouvelle, c'était notamment les retours de Golovin, justement, et de Denis Zakaria, qui était évidemment très très attendu. Ouais, qui avait disparu lors de son échauffement dans le derby contre Nice. Donc, ouais, il était temps, parce que cette mauvaise passe aussi, alors bien qu'on ait gagné à Strasbourg et qu'on ait fait le job en Ligue des Champions, mais en tout cas en Ligue 1, dans l'enchaînement des matchs, ça s'est peut-être un petit peu ressenti, bien que l'intérim de Magassa était plus que satisfaisant. Mais voilà, du coup, on repart sur... on peut enregistrer ces retours-là, et on voit que Hutter reconduit aussi un peu dans le même esprit que contre Strasbourg, c'est-à-dire qu'on a Mawissa qui occupe ce poste de latéral gauche, hein. On a évoqué ce cas-là dans le dernier club Mounegou. Vous pouvez y retourner si vous l'avez manqué, effectivement. On passe au crible un petit peu tous les joueurs à ce poste-là, et force est de constater que là, pour l'instant, c'est Mawissa qui tient la corde, parce qu'il doit donner plus de sûreté d'un point de vue défensif. Donc en tout cas, c'est comme ça qu'Hutter a vu les choses. Et le retour de Mohamed Salissou en charnière, qui lui s'était blessé lors de la précédente trêve internationale, il me semble. C'est ça. Donc voilà, on avait Singo sur le banc, et donc la charnière qui avait plutôt bien fonctionné, Kerrer Singo, là, voilà, c'était maintenant retour à la charnière du début de saison, Salissou Kerrer. Un autre absent, évidemment, qu'on n'a pas signalé, Lamine Camara, qui était donc suspendu pour ce match, donc qui fera son retour probablement dans le 11 de départ mercredi contre Benfica. Donc voilà, c'était évidemment un des éléments aussi à prendre en compte. Et puis deux petites infos deux petites choses, c'était Bradel Kiwa et Aladji Bamba qui étaient dans le groupe pour la première fois. Donc voilà, ils sont pas rentrés, mais ils étaient là, ils ont fait leur première feuille de match. Comme dirait... c'était Marcel Desailly. Non, Lilian Thuram, l'important c'est d'avoir touché les équipements. Un peu la même chose. Donc voilà. Est-ce que Edan Diop a déjà pu toucher les équipements cette année? Non. Non, toujours pas. Non, même pas. Et Magassa prend de l'avance sur lui. Ouais. C'est un coup dur pour les fans de Diop. Pour les Diopistos. Les Diopistos. Bon, alors on attaque le match, donc Monaco attaque tambour battant cette rencontre, justement, avec un but qui intervient très très rapidement, 5e minute, et une contre-attaque éclair, une transition extrêmement verticale. Akliouche qui mène les débats, Ben Seguir qui le serre royalement, et Akliouche qui a poursuivi son effort et qui termine devant Bizot. De la transition pure et dure, contre-attaque, projection, on retrouve nos offensifs quand même, hein, qui sont acteurs en tout cas de cette action, et Mbolo aussi qui vient prêter main forte, et je crois que c'est lui qui décale Ben Seguir. Déviation. Après, je la trouve pas super maîtrisée. Alors il y a une petite faute sur lui. Je pense, mais et un avantage qui est laissé à mon avis, mais ouais, il y a, après je la trouve pas forcément très maîtrisée, mais bon, oui, effectivement il sert de relais quand même sur l'action, de point d'ancrage, ouais, exactement. Et puis ça permet de libérer de l'espace, et c'est nos deux milieux offensifs excentrés, Ben Seguir et Akliouche qui les dévorent. Ben Seguir lève bien la tête et en fait adresse un super ballon dans la course d'Akliouche, qui vient terminer pied droit. Lui qui est gaucher, donc c'est à noter, et qui marque son premier but. Effectivement, c'est assez étonnant de le dire, son premier but en championnat, puisque bon, on se souvient que c'était le premier buteur de notre saison européenne, avec ce but inscrit face à Barcelone. Donc voilà, le premier but en championnat, c'est très bien, ça intervient au bout de la 5e minute. Le deuxième. Il a marqué cette saison en championnat, où ça? Ouais.
Ah, c'est le deuxième. Ah ouais, C'est bah le là, j'ai un deuxième. trou, tu vois. Ah, il me semblait que c'était son. Ouais, mais je me suis fait avoir par le consultant d'Azone alors qu'il raconte que des conneries. Ah mais non, je suis con, mais J'étais- non, mais oui, mais il a mis un doublé, en effet. Voilà, Voilà, d'accord. mais Donc, oui. non, c'est bon. Ouais, parce que moi, comme Allez, un ce con, sera. je vais voir les stats et je dis, bah non, Oui. mais il y en a Et deux en fait. Qu'est-ce qui Bah me. voilà, Mais oui. tocard. J'ai fait exactement la même en plus la dernière fois que sur Minamino, je crois. Il fait, bah non, il en a Oui, trois, il oui, a oui, trois buts. oui, Bah oui, ouais, il a oui. mis un Bon, doublé, voilà. connard. On sait très bien quel emoji va tomber lors de la réécoute en Voilà, interne. exactement. Et voilà, hein, n'hésitez pas à casser du sucre sur le dos de Damien dans les commentaires. Ouais, enfin, cela Donc, dit, non, non, c'est toi bon, non plus, hein, stop. t'as pas, tu t'es dit, ah ouais, mais il a marqué quand alors? Bah oui, bah je Bah te ouais, il demandais. a marqué 85 minutes après, quoi. Bah, oui, non, mais tu me dis qu'il avait marqué avant, donc c'est pour ça. Moi, je t'ai bien fait l'historique. Bon, en tout cas, voilà, il avait marqué en Ligue des Champions et là, il ouvre son Ouais. compteur en championnat et ça permet aussi de voir le compteur très très rapidement dans ce match au bout de la 5e. Donc on prend. Et ce qui est vraiment aussi satisfaisant, en fait, c'est la suite, c'est voir qu'on ne va pas s'arrêter. Et il aurait pu marquer son deuxième but en championnat euh, quelques minutes plus tard. Belle récupération de Magassa au milieu. C'est lui aussi qui fait la passe ensuite. Et bon, pareil, une projection. Il y a un petit jeu aussi Golovin qui trouve dans l'intervalle à Cluj. Et là, malheureusement, Cluj termine sur le poteau. Mm. Un petit regret à ce moment-là. Mais voilà. En tout cas, Monaco fait le break aussi à la 24e. Cette fois avec Golovin. Premier but en championnat. Et tout court de Golovin Ouais. cette saison. Là, il n'y a pas de doute. Bah, c'est vraiment. Bah, il était temps, hein. On est un petit peu à s'en agacer, bien que début de saison un petit peu tronqué par une blessure. Il revient contre Lens, mais c'était pas du tout le Golovin qu'on avait l'année dernière. Beaucoup moins présent. Les résultats ne dépendent plus trop de lui, et plutôt de nos jeunes. Donc, il a moins d'impact, moins de poids. Et bon, là, ça fait plaisir de voir un peu de réussite et de le voir enfin décisif, que ce soit à travers une passe ou une frappe. Bon, bah là, c'est à travers une frappe qui vient cette fois-ci heurter le montant, mais qui rentre. Tout le contraire de l'action d'Akliouche. Et donc voilà, ouais, là, 2-0 au bout de la 24e. On se dit que finalement, on est en train de se faciliter le match et que ça nous va très bien comme ça. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, Brest a une situation à la 13e minute où c'est un peu chaud dans la surface et c'est bloqué par Salissou, je crois. Mais effectivement, ouais, c'est quand même un moment où 20-25 minutes où rien ne va pour Brest, qui encaisse 2 buts, qui en plus se retrouve avec un joueur blessé, Pierre Lesmelou. Qui donc voilà, qui se retrouve devoir sortir à la 22e et en plus son remplaçant Eddy Fernandez, c'est lui qui fait la passe pour Golovin volontairement sur le deuxième but, pressé par deux monégasques. Donc voilà, 25 premières minutes où franchement tout va bien pour Monaco et rien ne va pour Brest, mais finalement après ça c'est là où ça va un peu commencer à déconner. Ouais, ça s'effrite un peu. Après, bon, quand on maîtrise pendant 45 minutes, on l'a pas vraiment vu, si ce n'est dans des oppositions peut-être un peu moins relevées. Bon, on pense à Auxerre par exemple, mais bon, c'est normal qu'à un moment Brest va changer aussi son fusil d'épaule, hein. Ils vont devoir jouer, ils vont devoir attaquer. Mine de rien, je trouve qu'offensivement, c'est quand même une équipe qui a pris confiance, qui a marqué pas mal de buts. Bon, surtout hein, sur la phase européenne, mais donc ouais, ils ressortent un peu plus. Ils ont des situations. Je trouve pas qu'on dégage déjà de la sérénité, en tout cas derrière sur ces phases-là, mais on rentre quand même à la pause avec ces 2 buts d'avance. Et encore une fois, je pense qu'on est sur une confiance. Voilà. Ouais, Le match, il peut pas nous filer entre les doigts, quoi. Ouais, puis surtout, alors même si c'est moins... je trouve qu'on a quand même un peu arrêté de jouer après le deuxième but. Il y a quand même 2 bonnes situations pour nous, qui sont d'ailleurs à l'origine avec des bonnes passes de Ben Seguir. Quand Golovin se fait chipper le ballon dans la surface avant de pouvoir armer.
Et quand Mbolo se rate, se déchire devant le but, malheureusement Épisode 38. voilà, une situation déjà beaucoup trop vue cette saison. Donc, en tout cas, voilà, il y a quand même encore 2 belles occasions, 2 belles situations qui font qu'on peut être un petit peu plus optimiste, même si, voilà, encore on l'a dit, Brest a quand même des situations un petit peu dangereuses où on s'en tire bien, hein, que ce soit parfois parce que ce sont eux qui n'arrivent pas à cadrer et qui se loupent complètement. Je pense à le Cardinal notamment qui rate complètement à un moment donné, ou Sima qui voit son tir contré par la jambe de Vanderson, dévié par la jambe de Vanderson en corner dans le temps additionnel. Donc c'est vrai qu'il y a des situations aussi où on s'en tire bien. Après, je pense que quand on est à ce moment du match, on se dit tous que on peut pas recommencer la deuxième période comme on a terminé la première. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant, Ouais. pourtant. Non, pardon, c'est une chanson. Tu vas ouvrir ta web radio de karaoké et puis tu reprendras les singles qui te font Radio plaisir. Nostalgie, allez hop. Puis encore une fois, on parlait du manque de sérénité. On va concéder un corner un peu bêtement où il y a Salissou qui vient couper la trajectoire d'un centre, mais en fait il dévisse un peu son dégagement et ça file en corner. Et sur ce corner, on se fait punir avec Sima qui vient couper au premier poteau seul. Et quand bien même il ne l'aurait pas récupéré, il y a quand même Chardonnay juste derrière qui est aussi parfaitement placé Il pour fait un récupérer. écran surtout sur Salissou pour Ouais. l'empêcher d'intervenir, quoi, ce qui fait que Sima est seul. Ouais. Et il vient couper. Après, on pourra reparler effectivement de la position et du comportement, on va dire, plutôt de Majewski sur ce coup de pied arrêté. Dans le sens où, d'une part, il sort pas, mais bon, ça encore, il y a quand même une forêt de joueurs peut-être devant, ça peut le gêner ou le refroidir sur cette prise d'initiative. Mais Disons moi, que dans ce le qui- déplacement Ouais. et cette faute de main, peut-être, ouais, effectivement, t'as l'impression qu'il est dessus sans être dessus, quoi. Ouais, déjà, c'est vrai qu'il sort pas. Alors, c'est pas. Enfin, je trouve qu'habituellement, il a plutôt tendance à s'imposer, mais c'est vrai que des fois, si un gardien se sent pas à un moment précis de sortir, il faut peut-être pas non plus trop forcer, on va dire, quitte à se rater, tu vois. Donc, parfois, c'est mieux peut-être de rester sur sa ligne plutôt que de sortir et d'aller aux fraises. Voilà. Après ça je peux comprendre, surtout comme tu dis, voilà, ils ont quand même joué assez proche de nous. Alors on pourrait se dire ouais, ils devraient quand même s'imposer un peu plus à ce moment-là, mais juste après je crois il fait une sortie quand même sur un autre corner où justement il va s'imposer, donc il est capable de le faire. Alors est-ce que sur ce coup-là il a pas pu, est-ce qu'il a pas senti, est-ce qu'il a hésité, mais en tout cas moi ce qui me gêne plus finalement c'est le fait qu'au moment où Sima place sa tête, lui je le trouve il est sur le reculoir vraiment, et donc il touche le ballon quand même, mine de rien, le ballon ensuite il touche le ballon et le ballon rebondit et ensuite rentre dans le but. Donc pour moi il y a quand même presque plus une petite faute de main, encore une fois, même si Sima est assez proche de lui, de la ligne de but, et que la tête est décroisée est assez puissante, mine de rien. Je trouve quand même qu'il doit être plus autoritaire, plus avec ses mains, quoi, déjà, en fin de compte. Donc voilà, c'est un peu plus ça qui me gêne. Je vois plus peut-être une faute de main de sa part, pour le coup. Ouais. Et puis, moi, je trouve aussi le déplacement. Quand je vois où termine le ballon lorsqu'il franchit la ligne de but, plein centre, je me dis aussi bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Il a été emmené sur son premier poteau, il s'est déplacé, fait des pas de côté, il s'est fait prendre. Là aussi, il faut revoir un peu le déplacement. Je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. En tout cas, est-ce que ce but réveille Monaco ? Bof. Non, et justement, je trouve même que on est un peu fébrile. Il y a quand même une réaction assez rapide après le but avec un face-à-face pour Mbolo.
Je sais plus qui le lance dans la profondeur, mais il s'amène très mal le ballon et ensuite il emplafonne Bizot. Et bon, bah, du coup, voilà, c'est une occasion ratée, encore une. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas une super bonne période de notre part, quoi, très clairement. Voilà. Il y a quand même une pression, hein, de la part des Brestois qui est mise sur la deuxième période, je trouve. Ouais, on arrive moins bien à poser À sortir le ballon. ouais, déjà Clairement. ça. Et puis on se retrouve quand même des fois, très souvent même, je trouve, et trop longtemps, à 11 dans notre camp en train de défendre avec un bloc équipe très bas. Voilà, c'est quelque chose d'assez surprenant et sur lequel on a rarement réussi à inverser finalement la tendance durant ce second acte. Ouais. Voilà. Mais bon, bah, mine de rien, on va quand même avoir Akliouche qui va. Un penalty, non? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, oui, Ouais. effectivement. Alors ça, c'est... Ouais, ouais, parce qu'on pour en reparler, on ajoutera ça au dossier Mbolo, du coup, mais oui, effectivement, il y a cette situation qui est plutôt bien jouée, d'ailleurs, avec plusieurs petites passes en déviation. Je crois il y a Golovin, Mbolo qui sont impliqués, et le ballon qui arrive sur Mawissa. Et là, la faute est indiscutable. Mais Malheureusement, Mbolo est hors jeu sur cette action. Et donc, penalty, pardon, qui est finalement revu et annulé parce que le hors-jeu est signalé. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas recours à la VAR, en fait. Il me semble que c'est juste que le drapeau est levé très tard. Mais non, il me semble qu'il y a... Ah oui, non, je sais pas. Ouais. Mais il me semblait qu'il y avait quand même recours au VAR, mais... Bon, ce n'est qu'un détail, hein, mais oui, effectivement, ouais. On aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Enfin, encore faut-il le marquer, mais bon, on aurait peut-être vu Ben Seguir s'essayer une nouvelle fois, c'était dans cet exercice qui avait réussi lors de la dernière journée à Strasbourg. Tout à fait, ouais, il avait bien tiré. Et ce qui lui aurait permis de lui aussi de marquer. En tout cas, il a été décisif, une passe D, mais pas de but, ce qui fait que Akliouche est devenu le joueur le plus décisif de l'effectif. 4 buts et 4 passes D. Ouais. Donc voilà, c'est quand même en tout cas de beaux chiffres. Et donc Akliouche qui du coup va sauver un petit peu la patrie avec le but dans le temps additionnel. Là encore, on est sur alors c'est Magassa qui force la perte de balle brestoise dans notre camp, dans nos 30 mètres. Zakaria qui récupère le ballon, qui joue vers Ilinikina, et là Ilinikina avance, progresse un petit peu et ensuite le donne à Akliouche dans le bon timing. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voilà, l'explosivité d'Akliouche finalement sur ce but. La façon qu'il a eu de mettre facilement 2-3 bons mètres à Chardonnay. Je l'avais... C'est vrai qu'on parle surtout d'un joueur plutôt élégant, fin technicien, pas forcément qu'on met pas forcément en valeur pour ses qualités athlétiques, parce que bon, il a ce côté un petit peu frêle, mais bon, moi ça me dérange pas. C'est un Folland. Voilà. Mais là, pour le coup, il a démontré voilà, aussi une vraie explosivité que, pour le coup, j'avais du mal à soupçonner, voir chez lui. Ouais, après, il faut se souvenir quand même de ses raids au Vélodrome aussi, où il part balle au pied. En fait, il est tellement bon techniquement que quand il est balle au pied, il va vite. Il perd pas trop de temps. Mais c'est vrai de le voir faire des courses un peu dans le vide. On le voit peut-être pas assez souvent parce qu'il a, il a souvent le ballon entre les pieds. Donc non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi la métamorphose de joueur qui devient de plus en plus complet, quoi. Devant le but, passeur. Enfin, il commence à faire un peu tout en fait. Et puis comme tu le dis, c'est le plus décisif avec 4 buts, 4 passes D. Donc c'est dire que si son jeu est en train de s'étoffer,
ça devient un joueur vraiment très très solide dans quasi tous les compartiments du jeu, quoi. Ouais, et puis en plus, surtout, quand il prend le contrôle du ballon, il ralentit pas. Souvent, tu sais, t'as cette tendance un peu à ralentir ta course une fois que t'as contrôlé le ballon. Non, lui, il va encore presque plus vite avec. Et c'est vrai que je trouve c'est encore plus impressionnant. Et aussi, ça démontre sa finesse technique. Finesse technique qu'on va voir justement avec le petit piqué, Le petit piqué. digne de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ouais, ça marche, ça. Ouais, et puis de voir la lucidité à 90 plus 1, de faire le bon geste, de le faire comme ça, et d'avoir encore le jus nécessaire pour faire les différences à la course. Non, c'est très rassurant. La caisse physique, mine de rien, qu'il a montré aussi. Ouais. Beaucoup de coffres, ouais. Alors qu'un Ben Seguir aurait plus tendance à exploser durant un match, hein. Souvent les fins de mi-temps, il est un petit peu dans le dur. Bon voilà, il est plus jeune aussi, hein, donc il faudra un peu plus de temps, mais ouais, non, c'est quand même très très intéressant ce que nous proposent nos différents jeunes, et notamment Marnès Akliouche, sans trop déborder sur le thème, mais bon. Mais ouais, donc en 3-1, 91e, ils ont dit bon, ça y est, là, les carottes sont cuites, c'est plié, mais non, finalement, il y a. La choucroute est cuite. La choucroute est bien garnie, mais non, Brest va quand même réussir à trouver le moyen d'en mettre un deuxième, ce qui est très rare. Hein. Ah oui, putain, mais oui, pourquoi je dis... Ouais, pardon, non, là c'est moi, là. Ah, okay, ouais, en plus, moi je te parle de choucroute, tu dis rien, mais pour moi on était encore à Strasbourg. Ok, oui, c'est bon. Ah ouais, non, moi, Genre, Lala, tout ça, ouais, là j'étais loin. Après, en même temps, va trouver une spécialité brestoise aussi. Bah, il y en a plein. Ouais, c'est les... Ouais, enfin, brestoise, ouais, Brest voilà. même, c'est compliqué. La Bretagne, oui, en Bretagne, il y en a... Le Kouign-Amann est bien beurré. Les sardines de Douarnenez. Non, bref, ouais, bon. Je vais avoir le gif du chien avec Rob, tu vois, sur celle-là. Et donc, à Jorque, l'ancien Strasbourgeois. Ah bah voilà, la choucroute. Qui vient donc marquer de la tête, hein, vraiment le domaine dans lequel il excelle. Bon, bah 3-2. Finalement, ça vient un peu... Enfin, c'est presque logique finalement que Brest parvienne à inscrire ce deuxième but. Heureusement que nous on a su se mettre à l'abri avant, parce que là, ouais, on n'aurait peut-être pas ce visage-là au moment de faire le débrief, mais voilà, c'est bon, ça aurait été 2 points de perdu. Après, voilà, dommage que pour le goal average, voilà, on prenne pas un peu plus d'avance, parce que je crois qu'on doit être seulement à plus 10 maintenant, 11 ou 11, ouais. Donc oui, voilà, c'est pas énorme. C'est vrai que c'est pas énorme, mais bon, tu verras pourquoi je regarde le PSG, mais c'est vrai que PSG en cale 3 à Toulouse, et du coup, voilà, ça fait toujours un peu yesh quand même. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, tout simplement que à Jorque se retrouve entre nos deux centraux, quoi, en fait, pour finir tranquille de la tête. Il y a du retard en marquage. Alors il y avait Singo qui était entré en cours de jeu. On n'en a pas parlé, mais je trouve qu'il y a eu des changements assez frileux quand même de la part du Teur, avec les entrées de Tézé à la place de Ben Seguir. Il y a eu du Ouattara aussi sur la fin pour remplacer Mawissa. Ouais. C'est clair que d'habitude, on est plus sur un... c'est ça aussi, justement, ça fait le lien avec ce que tu disais, et ton j'aime, le fait de mener 2 buts aussi dès la mi-temps. Chose qui nous arrive jamais, parce qu'en fait, habituellement, on fait la différence en fin de match. Et donc, comme il faut faire la différence, Hutter fait l'inverse, à savoir faire rentrer tous ses offensifs pour justement inverser la tendance et gagner le match. Là, c'était l'inverse, il fallait conserver un score et gagner et garder les 3 points. Après... moins l'habitude, ouais. Voilà, c'est complètement le scénario inverse. Après, là aussi où il faut être réaliste, c'est qu'on avait personne d'offensif en fait sur le banc. À part Ileni Kena qui rentre à la place d'Embolo, voilà. Parce qu'il faut bien sortir à un moment un mec qui a les pieds dans le plâtre. C'est ça. Donc ouais. Mais donc du coup, effectivement, sinon il y a que c'est Matazo. Alors sur le banc, il restait Matazo, Caio, Bamba et Kiwa. Donc les deux sont très jeunes et tu les fais pas rentrer dans un scénario comme ça, je pense. Mais bon, au mieux, ce sont des milieux relayeurs et un défenseur central.
Donc, très clairement, voilà, ces mecs-là rentrent pas, quoi. Bon. Oui, Bamba et Kiwa, bon. Au Bref. pire, dans un Disney, peut-être qu'ils rentrent, mais pas là, quoi. C'est pas Bambi non plus. Ouais. Bambi et Kiwi. Bambi et Kiwi, c'est quoi ça? C'est le nouveau Disney s'il sort à Noël. Bambi et Kiwi. Bon, alors en tout cas, victoire 3-2. L'essentiel, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Les fameux, on connaît. Le fameux poncif. Voilà. Et donc, nouvelle victoire. Monaco qui a donc pour quelques heures, même pas mis la pression sur Paris, qui derrière a gagné et a repris 6 points d'avance, pardon. Donc voilà. Mais pour Monaco, ce qui était bien aussi, c'était quand même de gagner ce match face à un adversaire qui est pas si simple. Hein. En général, Brest, c'est quand même une équipe qui a des arguments à faire valoir. Alors ok, ils ont pas mal perdu cette saison quand même en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ils ont fait illusion, et même plus qu'illusion d'ailleurs sur leurs 4 premiers matchs. Ils sont quasiment qualifiés en plus. Ouais, ils sont égalité, c'est ça. Ouais. Donc, ils ont un peu foiré leur début de saison. Enfin, voilà, il y a eu un score très sévère contre Marseille le premier match. Là, ils prennent 5-1. Ils ont, et le recrutement n'était pas encore terminé. Ils avaient des joueurs qui n'étaient pas là. Enfin, bref, je pense que aussi, le petit passage en Ligue des Champions a fait du bien, a permis de remettre tout le monde à l'endroit. Mais ils vont, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner en Ligue 1, s'ils vont continuer à se casser la gueule ou pas. Mais c'est quand même une équipe emmerdante. Et nous, on n'avait plus gagné à domicile depuis Montpellier, le match du centenaire, il me semble, hein, parce que Lille c'est 0-0, Angers c'est défaite. Donc voilà, on prend. C'est surtout l'occasion de renouer en championnat avec la victoire. Ouais, complètement. Donc voilà, et puis bien préparé aussi, quelque part, Benfica, pour nous mettre dans les bonnes décisions. Match mercredi, tout à fait. Ouais. On va attaquer les tops et les flops. Alors, évidemment, le top le plus évident, c'est Marnay Saclio. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en parler davantage, surtout qu'on va reparler ensuite de lui sur le débat. Mais voilà, toutes les qualités qu'il a montrées, et ses buts, sa finesse technique, le coffre, mine de rien, physique qu'il a montré aussi sur ce match jusqu'à la fin, c'est quand même franchement une évolution, une progression assez épatante. Donc voilà, Magnus Sarkluch, l'homme du match, il n'y a pas photo. Maintenant, il y a d'autres joueurs qu'on a envie de mentionner dans les tops. Est-ce que toi, tu penses à qui du coup? Moi, je pense à Magassa. Moi, j'ai vraiment apprécié son match, lui aussi. Jusqu'au bout, on l'aura vu. Même à la toute fin du temps additionnel, il est là à récupérer un ballon, à faire un rush et à donner dans le bon tempo. Enfin, non, franchement, belle surprise. On est très loin du Magassa qu'on avait vu à Nice, où c'est un joueur pas fiable, où c'est pile ou face, tu sais pas sur quel Magassa tu vas tomber. Oui. Là, il y a un peu de continuité et surtout de la constance dans ses prestations, où c'est propre. Déjà, il fait moins de conneries, il y a moins de pertes de balles, il y a moins de fautes bêtes, il y a moins de cartons. C'est plus juste en fait. Et au milieu de terrain, on te demande justement de la justesse, donc c'est primordial. Et voilà, ça permet il permet de gagner du crédit, en tout cas aux yeux du terre. Hein. Je pense que il est en train d'assurer sa place de troisième, en tout cas dans la hiérarchie. Mais quand on voyait la méforme un petit peu de Camara ces derniers temps, on peut même se demander si Zakaria Magassa, ça mériterait pas d'être testé. Je pense pas que mercredi ce sera ça. Hein. Je pense qu'on va retourner sur du Camara Zakaria, mais là, la forme actuelle de Magassa nous permet vraiment de penser qu'on a finalement 3 joueurs pour le poste, quoi. Bah aujourd'hui, c'est dans les faits, oui. Ouais. Donc non, je suis d'accord. J'ai trouvé qu'il a vraiment fait un bon match aussi. Peut-être même meilleur que Zakaria, même si je trouve que Zakaria, par contre, nous a fait beaucoup de bien sur la fin. Justement, le côté patron, rassurant. Je l'ai noté de sa part sur la fin du match, et ça nous a fait beaucoup de bien aussi. Moi, j'avais envie forcément de mettre Ben Seguir, forcément, mais voilà, la passe elle est quand même excellente, le centre il est excellent pour Akliouche.
C'est lui aussi qui élimine, je sais plus qui est-ce qu'il élimine, je crois que c'est Amavi, quand il centre ensuite pour Mbolo à la fin, et la passe qu'il arrive à trouver pour Golovin aussi dans la surface. Voilà, il y a quand même des gestes aussi de classe de sa part. Donc voilà, j'aime toujours beaucoup. Voilà. J'ai bien aimé aussi Salissou. Voilà, quand même s'il y a son implication sur le but, hein, tu l'as rappelé. Mais dans le duel, c'est très très propre. Merde, ça s'est affiché. Tout le monde sait qu'on nous reste 10 minutes. Donc voilà, Salissou très très propre aussi dans le duel, beaucoup aimé. Est-ce que tu avais d'autres tops que tu voulais mentionner ? Non, moi ça me va très bien comme ça. Et c'est pas du tout parce qu'on est pris par le temps, loin de là. Hein, mais voilà, en termes de top, on a survolé les joueurs qui méritaient d'être désignés. Dans les flops, forcément. Bah alors on y va, Brel Mbolo, évidemment. voilà, Pas trop encore le choix, et toujours le même, le Ouais. vilain petit canard. Franchement, c'est digne d'un Lassina Traoré depuis le début de cette saison. On peut se refaire une compile, hein. Il y a un gars qui l'a fait d'ailleurs, hein, c'est absolument savoureux. Enfin, savoureux, Ouais. hein, voilà. Ouais. Mais c'est interdit en fait. Soldat à terre. Ouais, là pour le coup, non, mais c'est vraiment triste de se dire qu'on en arrive là de la part de ce joueur. Moi, je l'avais mis meilleur buteur, j'avais mis qu'il plantait 14 buts, mais enfin voilà, je pouvais pas deviner que il allait perdre son sens du but. Enfin voilà, il se précipite tout le temps, il sait plus se positionner, il fait tout le temps le mauvais geste et il est même des fois trop tranquille. Enfin, on est sur un gars qui est en perte de confiance et même dans le langage corporel, quand il rate une occasion, maintenant c'est enfin c'est la terre qui s'abat sur lui en fait. Hein, donc non, c'est. Tu le soulignais avant qu'on commence, mais même sa position en fait, au moment quand il est face au but, je trouve que son positionnement, son orientation corporelle, ils sont pas bons en fait. La plus criante, c'est son occasion à Ouais. Lyon, là, où il s'est plus positionné, où il fait un 360 sur lui-même et qui finit avec une frappe horrible qui est même pas cadrée. Ouais, non, c'est bon. Je comprends pas pourquoi tout est à l'envers chez lui en ce moment. C'est la tête. Hein. Et même en sélection, hein, il y a eu un péno raté, il y a eu plusieurs histoires. Ouais, il plante absolument pas. Il y a que contre l'Étoile Rouge où il a marqué un but et un qui a été refusé. Voilà. Ouais. Ouais, donc c'est encore un match à oublier pour Mbolo, hein, entre les face-à-face ratés, le hors-jeu qui nous prive d'un péno. Puis bon, voilà. C'est très très compliqué pour lui en ce moment. On espère le retour de Balogun assez vite quand même. C'est... Voilà, donc je sais pas si tu avais envie de mentionner d'autres flops. J'ai moyennement apprécié le match de Vanderson que j'ai trouvé très timoré. Voilà, c'est un peu l'autre. Bon, il a fait le Brésil. Bon, ouais, mais il est revenu un peu plus tôt parce qu'il était suspendu, donc il a pas joué le deuxième match. Donc l'excuse du Brésil, oui et non quoi. Je crois qu'il est rentré plus tôt, donc bon. Il était pas sur la feuille de match sur le deuxième match. Enfin, non, c'est logique, mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il y était, tu vois. Donc, bon, voilà. Bref, ça arrive. C'est encore un peu irrégulier. Du coup, on va attaquer un petit peu le débat pour terminer cette émission. Marnès Akliouche mérite-t-il d'aller en équipe de France ? Selon Adi Hutter, oui. Et toi, selon toi, est-ce qu'il mérite d'y aller ? Oui, bah là, la dynamique, il est en train de confirmer la très bonne saison précédente et il est même en train de faire plus. Donc oui, il mérite. Après, c'est pour en faire quoi ? Le problème, c'est que il va être entre les mains de Deschamps et que dans un 4-3-3, je vois pas très bien. Enfin, bon. Après, ça sera peut-être pas pour longtemps, mais. Mais il mériterait, dans l'intérêt de l'équipe de France et des années à venir, d'être testé. Hein, ça, c'est clair. Il y a pas photo, en fait. La question ne se pose pas. Reste à savoir quand. Voilà, peut-être que dans la hiérarchie, lui, il compte plus sur des
sur des Coman, des Dembélé, des choses comme ça. Après, en termes de profil de joueur, il se rapprocherait peut-être un petit peu plus d'un Nkunku, je dirais, un mec qui sait garder le ballon. Ouais, moi, je trouve que ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est plutôt polyvalent. Après, il faudrait voir à quel poste il peut vraiment s'imposer. Est-ce que là, à Monaco, il est plus dans ce rôle de milieu offensif, ailier droit? Mais c'est vrai qu'avec les espoirs, il a déjà joué à gauche, de l'autre côté. Mais aussi, on l'a déjà vu, c'était déjà avec Thierry Henry, on l'a déjà vu jouer comme relayeur dans un milieu à 3. Ouais. Donc, et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été pas mal déjà évoqué à droite à gauche. Mais dans le fait que Griezmann s'arrête et que Griezmann a aussi reculé sur la fin de son parcours avec les Bleus. Est-ce que justement il peut pas aussi constituer une solution à ces postes-là? Ouais, si, clairement, c'est aussi un truc qui est complètement envisageable. Il a un grand intérêt aussi, c'est que voilà, il peut, comme tu l'as dit, comme tu l'as souligné, il peut se retrouver à deux endroits parce qu'il a une palette, un volume de jeu aussi qui permet de faire, il peut faire plusieurs choses. Ouais. Après, voilà, le problème c'est qui est le coach, quelles sont les intentions et voilà, parce que je suis pas certain que le Akliouche de Monaco, on puisse le retrouver le même Akliouche en équipe de France. Ce sera une version différente. Ouais, et puis il aura... d'une part parce que ce sera une nouvelle tunique sur le dos aussi, mais parce que c'est des nouveaux partenaires, pas du tout la même manière de jouer. Donc, beaucoup plus de pression, et puis surtout, effectivement, cette manière de jouer où à Monaco, il a une grande liberté parce que Hutter aime le jeu très offensif, alors qu'avec Deschamps, voilà quoi, c'est un jeu qui est aussi très stéréotypé, et où il sera peut-être beaucoup plus contraint. Il aura peut-être pas toute la liberté dont il dispose à Monaco, cette tranquillité aussi pour évoluer avec moins de pression. Donc c'est vrai que c'est des choses différentes, mais voilà, en tout cas, c'est un joueur qui est clairement monté en gamme depuis quelques semaines, enfin depuis un an, puisque un peu plus d'un an, la rencontre contre Marseille, c'est fin septembre, le 30 septembre, ouais. Donc ça fait ça fait un an, 2 mois. Enfin, depuis, il y a quand même une progression qui est très très sensible, qui est très nette. Et voilà, et là ça prend encore un échelon supérieur. Il confirme aussi au niveau européen, parce qu'autant l'an dernier on se dit on peut se dire c'est que la Ligue 1, etc. Mais là il confirme même au niveau européen, il prend une envergure supplémentaire. Donc c'est génial, c'est regrettable parce que on se doute qu'on va le perdre aussi l'été prochain, mais c'est génial de voir cette progression là aussi de sa part. Et clairement je pense qu'il mérite. Alors du coup, on s'est dit, je suis allé voir parce qu'on avait fait c'était la question sur le bilan, sur l'émission prono. Est-ce que Akliouche sera en équipe de France internationale à la fin de la saison, enfin d'ici la fin de la saison en tout cas. Et du coup, la réponse, c'était 54% de oui sélectionné avec l'équipe de France pour les auditeurs. Moi, j'avais mis non. Voilà. Ouais, moi aussi. Exactement, il y avait ceux qui avaient été dans le sens des auditeurs chez nous, c'était Rome, Quentin, Flo et Pierre. Alors, pour une fois, j'ai envie que Pierre ait raison. Franchement. Voilà, pour une fois, je suis prêt à accepter que Pierre puisse avoir raison sur quelque chose. Après, on n'a pas de preuve que ce soit Pierre qui ait vraiment rempli les cases. Enfin, voilà, ça restera à déterminer, mais oui. Voilà, peut-être que ça a été modifié à l'insu de son plein gré, qui sait. mais voilà, on refera pas le débat Akliouche est-il plus fort que Bernardo par contre. Non, ça, ce qui reste à Lyon, reste à Lyon. mais voilà, en tout cas, on espère qu'il soit appelé, mais c'est vrai qu'on disait aussi Deschamps a beaucoup de mal à faire entrer du 109, alors que ce serait vraiment l'occasion de le faire pour le coup, avec l'équipe qui... Bon. Après, on parlait de Deschamps. Est-ce que Deschamps va aussi rester ? Pour l'instant, il s'accroche, mais je t'avoue que... Bon, alors peut-être que la victoire en Italie va lui donner un peu plus lui redonner un peu de crédit, d'autant que là, il n'y aura pas d'équipe de France avant le mois de mars. Donc... quel soulagement. C'est pas faux.
Mais moi, personnellement, j'ai encore du mal à y croire. Je pense qu'il mériterait d'y être. J'ai du mal à le voir d'ici là, peut-être appelé d'ici la fin de la saison. Plus parce que voilà, on sait que Deschamps a ses têtes ou a beaucoup de mal à faire entrer du 109 finalement, à moins qu'il y ait des blessures ou quoi. À moins qu'il y ait des blessures. Et Ouais, puis voilà, surtout, il y a que ça, et puis surtout, il y a un Euro en préparation, l'Euro Espoir, qui arrive à la fin de l'année, enfin la fin de la saison plutôt. Et bon, bah lui, il est clairement installé aussi dans cette équipe Espoir. Et voilà, je me dis, est-ce qu'ils vont quand même le faire monter ou pas, ou est-ce qu'ils veulent aussi le garder sous le coude pour les Espoirs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, clairement, il mériterait. Et il a une palette technique qui ferait beaucoup de bien et qui manque aussi cruellement à cette équipe de France, notamment au milieu de terrain. C'est pour ça que peut-être que j'envisageais même de le voir un peu plus bas, quitte à ce que à moins évoluer à son vrai poste. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, c'est pas nous qui décidons, mais en tout cas, Hutter lui a apporté son plein soutien et espère le voir un jour en équipe de France. J'ai vu apparemment Jacobs a commenté sous le post de Dakliouche avec un emoji visage avec les cœurs à la place des yeux et un drapeau algérien. Voilà. Jacobs, ennemi du club et ennemi de la nation. il joue contre nos intérêts, très clairement. Ah, Ismaël Jacobs, reste à ta place. Voilà. On a déjà perdu Ben Seguir. Si on pouvait quand même avoir Aklouche, merde. Ouais. Donc voilà. On va terminer cette émission du coup avec les pronos. Alors un petit rappel des pronos qu'on avait fait pour Brest. Alors moi ça va être très rapide. J'avais pronostiqué le retour de Folarin Balogun et qu'il allait jouer. Voilà. Il n'est pas du tout de retour. Alors il a eu le feu vert du staff médical, mais Hutter estime qu'il n'est pas encore prêt pour les duels, le contact. Donc, a priori, ça peut être une question de jours. Peut-être la semaine prochaine, il reviendra. Mais bon, c'était un peu trop prématuré. Donc, voilà, un prono qui ne passe pas pour moi. En revanche, le prono de Patrice est passé qui nous disait que Golovin serait décisif, que ce soit un but ou une passe. Ah. Donc, bravo à Pat. Bien joué, Pat. Voilà. Ok. Alors, maintenant, les pronos Benfica. Les pronos Benfica. Alors, le mien, alors j'en ai deux. Enfin, j'en ai un officiel, puis je mettrai un petit en crédit, un petit joueur, un petit pari. Donc, le premier, c'est qu'on va gagner à domicile contre Benfica pour s'assurer la place dans les 8 premiers. Qui s'enflamme vraiment. Et alors, mon petit pari, c'est simplement que Zeki Amdouni, qui est donc un joueur de Benfica, un attaquant, qui est une sorte de Mikotadze suisse, et je le vois bien planter un but contre nous, mais c'est un très gros pari parce que je pense pas qu'il va partir titulaire étant donné que ce sera le grec Pavlidis qui jouera en pointe, mais voilà, c'était pour montrer un petit peu ma connaissance du foot helvète et lisboète. Je vois ça se la pète un peu, ça se la raconte. Moi je vais mettre qu'on va marquer 3 buts. Ok. Ouais, 3 buts en 3, Ligue des Champions. Mais 3. Hein. 3. C'est voilà. 3. 3. C'est pas 2, c'est pas 4, c'est 3. Voilà. Et pas puis, 3 ou plus. Et puis ça se trouve, on gagne pas, mais 3. Ouais. 3 buts. Ok, Monaco marque 3 buts. Okay. Allez, je suis chaud. Je le sens bien. Je vois bien Benfica se prendre un peu la foudre sur certaines phases de jeu. Je dis pas qu'on va pas subir. Je pense qu'on va aussi avoir des moments un petit peu difficiles. Mais le pari qui pourrait se faire, c'est le but de Di Maria. Ou un truc comme ça, étant donné que Di Maria est la France. Ouais, le but de croque-mort, là. Les célébrations horribles des cœurs, des téléphones. Ouais, Di Maria, c'est beaucoup de mauvais souvenirs avec nous. Di Maria, c'est le bourreau. Et bon. Voilà. Mais bon, on verra en tout cas. Donc, ce sera mercredi. Match à 21h, si je dis pas de bêtises. 21h, c'est ça. C'est à suivre sur Canal+. Le Canal+, le vrai, pas le Canal+ Sport ou que sais-je encore. Voilà. Donc, on vous donnera rendez-vous pour un nouveau débrief. J'ai pas la cote de nombre exact de buts de Monaco. C'est soit 1, 2 ou 3 ou plus. Le 3 ou plus est à 3,50 quand même. Bon, voilà quoi. Voilà, du coup, ne misez pas dessus.
C'est dire la confiance que j'ai sur mon propre prono. Quel aveu d'impuissance. Ok. Par contre, si ça passe, vous allez m'entendre. Ouais. Bon, en tout cas, merci Adrien. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette émission. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de Monaco-Benfica. Et on vous dit à très bientôt. Allez, salut à tous et Dagemunego. Ciao, ciao. Et bisous.